Alors, bonsoir, on dit bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à vous tous qui attendez ce live. Bonsoir. C'est le moment de dire à tout le monde qu'on a commencé. C'est le moment d'envoyer les petits messages, de parler aux voisins, aux amis, ceux qui disaient qu'ils allaient suivre à tout prix. Oui, toutes ces personnes qui écrivaient chaque jour, je ne raterai pas, je ne manquerai pas. Mais aussi la famille, c'est le moment de dire à son mari ou à sa femme, tiens, voilà le live, tu avais posé la question, on va entendre aujourd'hui ensemble. C'est le moment où les fiancés vont suivre aussi le son. Mais les fiancés, ils sont loin normalement à 7 heures, chacun chez lui. Pas. Vraiment. Mais c'est l'un des meilleurs moments de la soirée d'aujourd'hui, donc parce qu'on va parler ensemble, comme on s'était bien dit, de la communication dans le couple et la gestion de l'argent. Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on se présente? Moi, je suis Atom Smouma. Moi, je suis Nadège. Bon, Input normalement, mais je suis sur ma page Facebook. Je suis Nadège Mouma. Voilà. Alors, nous allons parler, comme vous le savez, de plusieurs sujets autour du couple. Ça nous dérangeait le cœur depuis un certain moment dans notre appel de pouvoir parler de cet aspect des choses. Et cette année, on a vraiment décidé de répondre à ça. Le Seigneur nous dirigeait. Cette année, on a décidé de s'incliner, de se dire, on va le faire, on va accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Mais avant toute chose, on va prier d'abord. On va prier. Seigneur de gloire, nous te disons merci de donner ce temps avec plusieurs couples. Est-ce que nous nous tenons ici comme des connaisseurs? Non, pas du tout. Est-ce que nous nous tenons ici comme des donneurs de leçons? Non, pas du tout. Est-ce que nous nous tenons ici comme un couple parfait? Non, pas du tout. La source de toute autorité dans cet échange sera encore et toujours les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Nous partagerons le témoignage. Il nous a été donné de témoigner. C'est ce que tu nous as demandé, d'être des témoins. Nous partagerons le témoignage de comment nous avons vécu en bien, en mal, en force ou en faiblesse, comment on l'a compris très bien, sans erreur, et comment on l'a compris aussi avec beaucoup d'erreurs et de tâtonnements. Fait que ce temps soit rempli de sincérité, de simplicité, mais des vérités éternelles que chaque couple, après avoir entendu, ne se précipite pas à dire « Ah, ça c'était leur expérience », mais qui découvre le principe qui est à l'intérieur et qui est applicable à tous. Merci de guider ces échanges. Au nom de Jésus. Amen. Alors, s'il y a encore un ami, un frère, quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, une sœur, commencez rapidement à lui dire, c'est le moment de venir, c'est le temps de pouvoir vous connecter. On a commencé la grande conversation. Voici la grande conversation, comment elle va se dérouler. On va commencer d'abord par, parler un peu des problèmes, communication dans le couple et gestion de l'argent. Bon, qui est le journaliste dans cette... Qui reçoit qui? Personne ne reçoit qui que ce soit, nous sommes tous les deux Okay. mais chacun l'un après l'autre. Ok. Bon, c'est comme ça, toi pas. Alors, par rapport à la communication, nous allons commencer par ça. Et la gestion de l'argent, ça sera tout juste après ce sujet de la communication. Lorsque vous avez écrit, vous étiez nombreux avec vos suggestions par rapport à ces thèmes. La majeure partie des personnes ont demandé qu'on parle de ces sujets sur la communication parce les gens ont constaté qu'il y avait un problème dans le couple. Le mari ne sait pas toujours bien communiquer avec sa femme et vice-versa. Et c'est vraiment un problème qui touche beaucoup de couples, raison pour laquelle nous avons décidé ce soir d'en parler. Ouais, la communication est un sérieux besoin parce qu'en fait, en réalité, tout couple est basé sur la communication, toute relation. Est basée sur la communication. C'est parce que d'ailleurs, on communique, on peut établir une relation, on peut établir une relation, quelle qu'elle soit, d'amitié, même avec les enfants, il faut communiquer. Même avec les autres membres des familles, il faut communiquer. À même plus forte raison, avec la personne avec qui fondamentalement, nous faisons ou nous créons le couple. Mais les problèmes sont présentés, les difficultés arrivent en ce qui concerne la communication dans les couples. On a des problèmes comme les hommes ne savent pas verbaliser leurs sentiments. Les hommes ne savent pas toujours parce que, je ne sais pas si c'est comme ça, ils se passent toujours les mots, les hommes, mais c'est comme si ils ont comme une attente à ce que la femme comprenne
comprennent sans avoir, comment dire, l'homme ne sait pas exprimer, mais c'est comme s'il s'attend à ce que la femme comprenne tout ce qui les dérange. Par exemple, mon mari, je suis mariée, mon mari, au fait, ce que j'ai constaté, c'était qu'il est quelqu'un, quand quelque chose l'énerve, quand il est vraiment énervé, il sent que la chose commence vraiment à l'énerver, à les toucher, il devient calme. Alors moi, avant, je ne comprenais pas ça. Mais nous sommes dans une discussion, il faut qu'on échange. Mais toi, tu restes calme, il dit rien, il dit rien. Ou soit il te dit carrément, et là ça énerve les femmes, en ce moment tu avais besoin de parler, tu avais besoin d'explications, il te dit, je parle pas maintenant. Oh mon Dieu, je me disais, il se moque de ce qui se passe, il ne veut pas qu'on règle le problème. Pourquoi il ne veut pas? Et puis il nous dit qu'il ne veut pas parler, qu'est-ce qu'il y a? Il ne prend pas ça à cœur, comment on veut parler d'un sujet aussi important, il dit qu'il ne veut pas parler. Alors, j'ai observé ça une fois, deux, bon, c'est une façon de dire une ou deux fois, mais sincèrement, c'était plus de 10 fois. Alors, j'ai compris, au fait, que quand il est énervé sur quelque chose, il se tait. Alors, je me suis dit, certainement, il ne veut pas dans les échanges dire quelque chose qui va blesser, parce que, vous savez, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a mal, on peut s'empêcher de blesser. On ne peut s'empêcher de blesser aussi parce qu'on est blessé au dedans. Alors, c'est que moi je prenais comme de l'indifférence, c'était plutôt cet amour qu'il avait pour moi de se dire je ne veux pas parler lorsque je suis énervé, alors il se taisait. Alors c'était à moi d'observer cela et de se dire ok, dès que je le vois pendant les échanges, pendant une discussion se taire, et là ça commençait à dicter même ma façon d'être, alors moi je commençais à, comment dire ça, comment on dit ça, j'arrivais maintenant à tempérer moi aussi, à tempérer, je me dis non, là, il est énervé, donc certainement il y a quelque chose dans ma façon de parler, dans quelque chose que j'ai fait qu'il est énervé, alors je me calme automatiquement, dès que je constate ça, je me calme et je me dis, même si on ne termine pas ça maintenant, on peut avoir le temps lorsqu'on sera calmé pour en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées en matière de communication. Il est certes vrai que nous n'allons pas répondre à toutes, parce que chaque question a des petites nuances, ainsi de suite. Plaise à Dieu qu'on essaie de répondre aux grands principes. Un peu comme tu l'as dit, ça c'est un peu les problèmes de la communication vus du côté de la femme. La femme a l'impression que l'homme ne communique pas, ne verbalise pas toujours ce qu'il veut. Et il veut être compris sans dire ce qu'il veut. Moi je sais qu'il y a des questions qui me font perdre toutes les idées, comme quand on me dit qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Là je ne sais plus quoi dire. Mais en même temps, vu du côté de l'homme, c'est quoi? Vu du côté de l'homme, c'est que l'homme pense que quand il parle moins de l'affaire, il peut mieux le résoudre dans sa tête. Quand l'homme est en train de réfléchir, quand l'homme pense à une chose, sa première de réaction, ce n'est pas d'essayer d'en parler. Il veut être sûr qu'il a trouvé ses solutions dans sa réflexion. L'homme pense que moins on en parle, plus le problème disparaît. Du coup, l'homme pense aussi que quand on revient tout le temps pour en parler, on lui traite d'incompétent. Par contre, la femme pense que plus on en parle, plus on résout le problème. Oui, et l'homme se dit, plus on en parle, plus on me rappelle que le problème n'est pas résolu. Du coup, plus on me rappelle que je suis incompétent, et il n'y a rien de plus, de plus terrible pour un homme que d'être traité d'incompétent, incapable de résoudre le problème ou de montrer sa force et ses capacités. Du coup, l'homme aura tendance à se dire, j'en parle que quand j'en ai fait quelque chose, j'en parle que quand c'est déjà fait, j'en parle, et tu verras d'habitude, les hommes quand ils ont déjà fait, c'est là qu'ils disent, ah tu sais que j'avais fait, mais pourquoi tu n'as pas dit avant de faire? L'homme a tendance à se dire, je fais et j'en parle. Pendant que la femme réfléchit en disant, on en parle et alors on fait. Mais l'homme dit, je fais et puis on en parle. Et où trouver cet équilibre pendant qu'il y a une telle tension, une telle différence justement? Oui, j'ai retenu quelque chose, tu as dit, du point de vue de l'homme, lorsqu'on nous rappelle quelque chose, il a l'impression qu'on les traite d'incompétents. Donc l'homme aime à trouver une solution, n'aime pas être dans une situation où il ne sait pas donner une solution. Alors, c'est ça le problème, c'est déjà vraiment ça le problème de la communication. Comment je n'ai pas pensé à ça et l'autre a pensé que je l'ai traité d'incompétent, ou bien le fait que mon mari ne se soit calmé sans verbaliser, comment je peux prendre ça pour de l'indifférence. Au fait, c'est déjà ça le problème. Donc,
on n'arrive pas à communiquer, raison pour laquelle on ne sait pas connaître même les intentions. On regarde seulement de notre point de vue, on regarde par rapport à notre angle et on interprète et on définit. Alors, cela est très très important de comprendre, même lorsque l'autre ne verbalise pas, de commencer à comprendre. Alors, même pour arriver à ça, il faut parler. Oui, faisons ceci. Tous ceux dont les maris ne parlent pas, ne verbalisent pas facilement leurs idées, c'est du genre, pasteur, comment je vais faire pour savoir ce qu'il veut? Il ne dit jamais ce qu'il veut. Tous ceux dont les maris et les fiancés ne verbalisent pas ce qu'ils veulent, mettez du feu, juste la flamme. Feu, feu, feu. mettez du feu, c'est comme ça on va savoir. Toutes les femmes qui sentent toutes celles dont leur mari, hommes sont indifférents, ils n'aiment pas parler du problème, aller vraiment dans le nœud du problème. Mettre aussi, mettre quoi le feu seulement, c'est ce que tu dois mettre. En fait, en réalité, ce n'est pas de l'indifférence. Chez les hommes, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure, la communication va plus que dans les parler. La femme, des fois, nous les hommes, on a oublié que si on l'a eu en tant que femme, c'est parce qu'on a parlé. On a dû user de verbes, on a dû avoir un art oratoire, une façon d'aborder le sujet. Qui l'a convaincu. Mais au fond, regardez bien votre homme avec qui vous êtes. Comment il a fait pour vous avoir? Vous verrez que l'homme qui a commencé à préparer son terrain avant de vous dire une petite phrase, vivra toujours comme ça avec vous. C'est-à-dire que l'homme qui a beaucoup parlé pour vous avoir, parlera. Mais l'homme qui a posé des actes, qui a trouvé des techniques, des stratégies pour pouvoir déjà, je vais dire, réduire la conversation, au jour J, quand vous allez parler, que la conversation devienne simple, il sera comme ça même à la maison. Il aura tendance à donner des signaux et jusqu'à ce que la conversation arrive à sa plus simple expression de oui ou non et finissons-en. Ce qui fait que pour l'homme, ce n'est pas en parler qui résout le problème. C'est communiquer d'une certaine manière. Je n'ai pas besoin qu'il y ait des mots pour parler. Je peux le faire d'une certaine manière. Et l'homme vit un peu comme un chasseur de trésors, un mystérieux là, qui s'est dit, bon voilà, est-ce que tu m'as compris? Est-ce que si tu me comprends sans que je n'ai parlé, c'est que tu as saisi la chose? Alors tous les hommes qui pensent qu'ils sont comme ça et qui se disent, voilà, tu as bien dit pasteur, c'est réellement ça, mettez juste une pouce comme ça. Hein? Un pouce ou une pouce? Un pouce. Pourquoi c'est une main et puis pouce c'est un? Bon, mettez un seul pouce alors, selon les femmes, ils ont dit un pouce pour des problèmes de communication. Mettez pouce, hein, c'est plus facile. Mais ça les hommes, ils savent. Mettez ça pour vous dire ça, nous on est, tu sais que tu as dit là, c'est réellement vrai. Mais il y a quelques principes à annoncer justement, tu sais, ce qu'on entend parler de communication. La première des choses, c'est que, tu l'as bien dit, j'ai aimé quand on était en train d'échanger ensemble, il ou elle communique, mais pas comme toi. Je ne sais pas si ça existe, ça peut exister, mais l'homme et la femme, ou bien mari et femme, et sa femme, ne communiquent pas de la même manière. Il y a toujours une façon, la femme peut avoir sa façon à elle de communiquer, peut-être se taire aussi, parce qu'elle bouge quelque chose, elle ne veut plus parler. Donc elle est là, tu as un problème? Non, non. Chérie, ça va? Oui, ça va. Chérie, tu es sûre? Moi, j'ai déjà entendu ce genre de questions, on te pose la question. Ah, je me disais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et ce n'est pas où. Chérie, tu vas bien? Et puis j'ai dit, oui, je vais bien. Après, chérie, ça va? Je dis, oui, ça va, je vais bien. Mais c'est ma façon de dire que ça ne va pas. Mais au lieu de parler seulement, je veux d'abord donner... Mystifier aussi. Parce que souvent, lorsque nous parlons que l'homme ne communique pas, on oublie que nous aussi, à un certain moment, on se tait aussi. Tu te plains de quelque chose, mais tu ne veux pas le dire, tu ne veux pas verbaliser. Tu veux être dans un coin comme si tu boudais. Tu veux que l'autre devine. Mais normalement, il devait savoir que ça, c'était pas bien. Alors pourquoi il veut que je parle? Vraiment, c'est vice-versa. Alors, c'est toujours bien de parler. De se dire, moi, lorsque je fais telle chose, c'est parce que je désapprouve. Quand tu me vois faire tel geste, c'est peut-être pour te dire, calme-toi. Ou bien quand c'est pas que je suis indifférent sur certains sujets, mais des fois aussi je peux me sentir comme culpabilisée. Je sais que je suis fautif ou fautive, raison pour laquelle je me tais. Donc,
facilement, lorsque vous parlez, vous arrivez à verbaliser, cela vous aiderait à aller un peu plus vite. Et comme nous sommes là, nous avons organisé ce moment, ce n'est pas pour parler d'autres personnes, c'est pour parler de nous, de notre expérience, parce que nous savons que nous ne sommes pas arrivés au bout et chaque jour nous apprenons, chaque jour nous recevons des conseils aussi de certaines personnes. Et nous avons eu le temps de s'asseoir et de parler, de verbaliser. Quand tu me vois faire telle chose, c'est parce que je n'ai pas aimé, c'est parce que je n'ai pas approuvé. Raison pour laquelle tu me vois avoir telle tête. Et l'autre aussi mon mari a eu le temps de parler, et moi j'ai eu le temps de parler. Et après ces échanges-là, tout a changé. Bien sûr. On n'est plus, dans notre cas, on ne verbalise plus. Bon, on ne verbalise pas toujours, mais on peut se comprendre par une attitude, par un regard, par une façon de faire. Je sais directement que mon mari pense ceci. Ou bien des fois je peux me dire, ah, je viens de commettre une bêtise. Seulement par un regard. C'est vraiment ça. Si vous avez des enfants, les enfants, moi mes enfants me rappellent, mamie, quand tu m'as regardé, j'ai su que je devais arrêter. Au fait, même avec nous, les adultes, même entre mari et femme, ça arrive aussi. Par un regard, il peut te dire, ah, en ce moment-là, calme-toi, ou bien vas-y. Il t'encourage, mais personne ne le voit, mais toi tu as vu ça, parce que vous avez déjà placé des bases de, comment dire, sur votre communication, bien les bases de votre communication. Vous n'avez plus besoin, et à chaque fois, à chaque situation, à verbaliser, mais à se comprendre. Alors, retenez bien, il et elle communiquent, mais pas comme toi. C'est-à-dire que dans le couple, ne vous attendez pas à ce que l'autre use exactement les mêmes moyens de communication que vous. Et donc, même parler dans un couple ne signifie pas toujours que ce sera de longues phrases. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un couple, chaque membre du couple détient d'abord une personnalité. Puis, il détient une histoire. Chacun de nous communiquera très souvent de la manière dont on communique dans sa famille. Vous avez vous avez épousé quelqu'un qui vient d'une famille où on se dit tout. Hein. On entre comme ça, hey, tiens, moi, toi, je ne vais pas aimer. Et les gens se parlent comme ça. J'ai dit ça, je dis rien, moi. C'est-à-dire que les gens, c'est pas qu'ils sont énervés, c'est pas qu'il y a un problème. Mais ils se racontent, ils disent tout. Et tu sens que la tension monte, les gens montent le ton, mais ils ne se manquent pas de respect. C'est la façon de parler. Et ils parlent encore. Et au bout de quelques minutes, tu as l'impression que tout le monde est un peu fâché. Ils ne sont pas fâchés. Chacun boude pendant 5 minutes. Et puis tout le monde reprend comme si de rien n'était. Mais l'autre a grandi dans une famille où si on a levé le ton, c'est qu'il y a eu incident. Et ça prendra 2 jours. Ça prendra ça passera pas comme ça. Il faut qu'il y ait des conséquences qui s'en suivent. Alors chacun a tendance à communiquer comme on lui a communiqué depuis l'enfance. Souvenez-vous, on dit que le langage ne vient pas de la bouche, il vient des oreilles. L'enfant ne parle pas parce qu'il a une bouche, l'enfant parle parce qu'il sait entendre. C'est à travers ce qu'on entend qu'on commence à communiquer. Ce qui fait que quand vous venez dans le couple, vous devez trouver un nouveau langage. Vous devez faire un nouveau code de langage. Et ça ne vient pas du coup, il y a des étincelles, mais c'est quand vous commencez à y mettre un sens dans vos faits et gestes. Au bout d'un moment, on est capable de dire, tu sais, moi quand j'ai fait ça, ça signifie ça. Tu sais, quand moi je parle ceci, des fois avec ma femme, quand on parle, dès qu'on commence à parler d'un sujet, elle va tout de suite parler plus fort. C'est pas parce qu'elle veut manquer de respect ou quoi que ce soit, rien du tout. Elle ne parle pas non plus comme essayant d'avoir autorité sur moi. C'est comme ça, c'est sa tonalité. Ah, je vous assure qu'au début, c'était pas facile. Tout de suite, tu vas te dire, mais c'est quel genre de femme insoumise? Or, c'est toute sa soumission qu'elle est en train de te donner là. Elle est en train de te donner le meilleur d'elle-même, mais c'est ça la version, c'est comme ça que ça se passe chez elle. Alors, il ne faut pas aller te dire, mais c'est quelle famille, tu es mal élevé, dans votre famille, votre maman, est-ce qu'il élevait la voix comme ça? Non, chacun ne fait pas ce que son père faisait. Nous étions des enfants. Entre enfants, on avait aussi nos attitudes. Quand on se parlait aussi d'une certaine manière. Et donc, dans une relation, ne pensez pas que l'autre va commencer à communiquer comme vous, parce qu'il n'a pas vécu avec vous. C'est pourquoi j'entends d'autres qui sont tellement énervés, tu aurais dû épouser ta soeur alors. Tu aurais dû épouser ton... C'est juste une façon de dire que, on dit, même mes soeurs ne me parlent pas comme ça, tu aurais dû épouser ta soeur alors. Mais c'est juste une façon de dire, on est si différents qu'on doit se dire, on ne va pas communiquer comme chez le mouvement, on ne va pas communiquer comme chez les hypothèses, on va comprendre ce qu'il y a, on va créer les climats par lesquels
nos enfants qui vont venir derrière vont communiquer comme ça. Du coup, nos enfants tels qu'ils sont, ils ne sont pas vraiment comme chez moi, où j'ai grandi. Ils ne sont pas non plus comme chez elle. On a trouvé un nouveau chez nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle communique, je communique, mais pas comme elle le fait, ni comme moi je le fais. On apprend. Et je sais savoir que Nadège a fait ça. Ça signifie en réalité ceci et cela. Quand il a fait telle attitude, ce n'est pas qu'elle est fâchée. Elle n'est pas fâchée de ce qu'elle a dit. Elle est fâchée d'une autre valeur qui est derrière. Ce n'est pas le fait qui l'énerve qui est le problème, c'est le principe qui est derrière qui l'a énervé. Et on sait lire cela. Et je vous assure que ça prend justement des étincelles. D'abord des incompréhensions, d'abord de « ah, on ne se comprend pas très bien ». Ce sont ces choses-là qui petit à petit apprennent à les uns les autres à comprendre. Et ça, c'est vraiment vrai. Et jamais considérer que ta façon, dans l'ambiance ou bien la famille dans laquelle tu as grandi, cette façon d'être dans ta famille est la meilleure. Jamais croire que c'est toi qui as le monopole de la bonne éducation, bien du savoir-vivre. Parce que ça va créer des étincelles. Mais se dire, rester ensemble, parler et se dire qu'est-ce que nous deux, nous allons choisir. Pas comme chez les Ngouma, pas comme chez les Impoté, mais choisir ce que nous allons fonder nous deux pour toute la vie. Parce que moi, je suis née. D'abord, le problème, c'est vraiment ça vient de très loin. Parce que moi, je suis née dans une famille d'abord qui n'est pas nombreuse, pas de famille nombreuse. Donc, c'était facile certaines choses, la communication. Et lui, au contraire de moi, il a grandi dans une famille très nombreuse, il a beaucoup d'aînés. Et vous savez bien que chez nous, les Congolais, les Africains, dans d'autres familles, on ne sait pas dire, même quand tu n'aimes pas, tu ne sais pas dire à ton aîné, tu ne sais pas dire à telle personne. Mais moi, j'ai grandi dans une famille où c'est ton aîné, tu ne manques pas de respect, avec respect, mais tu lui dis quand tu n'aimes pas quelque chose. Et moi, je trouvais que c'était normal d'agir comme ça. Quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. Alors, mon mari, mon fiancé à l'époque m'a beaucoup aidé, pas seulement par rapport à nous deux, même par rapport à d'autres personnes. J'étais très, comment dire ça, très creux. Et lorsqu'il me disait non, on parle pas, moi je dis non, ça serait mentir. Pour moi, je trouvais ça c'était hypocrite. Je n'aime pas, et j'ai dit à cette personne, c'est pas bien, il a mal agi. Alors, il me disait non, c'est parce que tu as raison que tu dois le dire, le jeter sur le visage de quelqu'un. Alors j'ai appris à tempérer. J'ai appris à tempérer parce que j'ai accepté que ma façon d'être n'était pas la meilleure. Voilà, c'est au fait ça commence là-bas. Parce que si tu crois que tu connais tout, tu maîtrises tout, c'est difficile à changer. Alors si tu commences à te dire, ok, c'est moi, jamais je trouvais que c'est mauvais, mais si quelqu'un me le dit, il m'aime, il n'a pas d'intention de me nuire, de me faire du mal, alors c'est que je dois commencer à faire attention avec cette chose, avec telle ou telle chose. Je vais aussi raconter aussi le fait que ma femme m'a beaucoup aidé sur le fait de s'exprimer. Je suis déjà de nature très sacrificielle, c'est-à-dire je suis très concentré à fournir des efforts en faveur des autres, je pense tout le temps aux autres, à me sacrifier. En fin de compte, mais deux fois, quand on est comme ça, on a cette habitude, on est très dévoué aux autres, sans le vouloir, malheureusement, les gens vous oublient au bout d'un moment. Vous avez tellement travaillé, chacun dit « Oh, il a très bien fait ». Personne ne se pose la question, mais à ce moment-ci, il est où? Comment il va? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, au moment où toi tu as tes propres problèmes, ils viennent tout bonnement comme si ils ne commencent même pas par savoir si toi tu vas bien après avoir tout donné. Ils viennent encore te demander un extra travail. Et tu déprimes. Alors, ma femme m'a beaucoup aidé sur la capacité de m'exprimer et de dire non, attention, hier j'avais fait ça, tu sais, je peux faire ça aussi, mais là, franchement, je suis fatigué. Je ne peux pas faire ça maintenant, faisons le reste après. Parce qu'au bout, elle m'a fait comprendre une chose importante en me disant quand toi tu ramènes ça à la maison, tu ramènes ça dans la famille, tu ramènes ça auprès de nous qui n'avons rien fait du tout, c'est nous qui souffrons du fait que tu n'as pas pu dire là où tu devrais dire ce que tu voulais dire. Parce qu'en essayant de te calmer à ça, tu viens ici pour une chose qui n'a rien à voir. Ça arrive trop souvent aux hommes. C'est-à-dire, il a été quelque part, il a essayé de calmer sa colère. Il arrive à la maison, ceux qui ne l'ont pas énervé, ceux qui n'ont pas été la cause de son problème, eh bien, il ressort des réponses. Et toi aussi, surtout quand tu entends quelqu'un dire toi aussi, c'est que quelqu'un d'abord était. Mais tu ne connais pas le quelqu'un d'abord en question, c'était qui? C'était une lettre, il arrive, il dit, mais toi aussi,
tout le monde devient aussi parce qu'il n'a pas pu dire ce qu'il devait dire au moment où il fallait le faire. Et moi, ça m'a juste aidé à savoir que je peux le dire avec respect. Sans être méchant. Justement, c'est ce que j'ai appris chez elle, que respect ne voulait pas toujours dire se taire. Respect aussi voulait dire parler avec douceur sans être méchant. Parler avec vérité au moment où il faut le dire. Alors là, on était en train de beaucoup insister sur le fait que elle ou lui peuvent communiquer, mais on ne communique pas toujours de la même manière. Deuxièmement, on aurait vous dire que la communication clarifie les attentes et diminue les frustrations. Je vais commencer là avant de lui donner la parole. C'est-à-dire, lorsqu'on communique, l'autre sait à quoi s'attendre la prochaine fois. Tu vois, ne vivez pas dans un couple où vous êtes tous imprévisibles. Vous jouez à cache-cache. Oui, on ne sait jamais qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, demain, quand on communique, ça permet alors de se dire, la prochaine fois je le vois faire ça, ça signifie ça. C'est-à-dire les attentes sont devenues claires. Ça crée un code dans votre couple. Tu sais que il a fait ça, oh non, non. La dernière fois, il m'avait dit que ça signifie ça. Voici le sens de tel geste, voici le sens de tel autre geste. Si elle le refait encore, là, je comprendrai tout de suite que ça signifie telle chose. Quand les attentes sont claires maintenant dans la communication, on sait que, moi je me rappelle avec ma femme, elle aimait toujours, je suis marié, je le disais, donc ma femme, ma femme aimait toujours les appels. Or moi je passe toute ma vie avec des entretiens, des échanges. Donc je ne sais pas tout le temps arrêter les échanges, les entretiens pour prendre des appels. Et quand je rentrais le soir, elle était toute fâchée. Moi je t'appelais, tu n'as pas pris le téléphone. Ou quand je t'appelle, tu me réponds comme si tu n'as pas envie de parler avec moi. On me dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors je vais expliquer, mais écoute Jerry, j'ai des entretiens, j'ai de tout. Des fois je réponds pour montrer que j'aime ma femme et je respecte. Et surtout quand la personne voit que c'est toi qui as appelé, le fait tout le temps de couper pendant que c'est toi, des fois les gens ont des idées dans la tête. Ils se disent, donc ils ont un problème avec sa femme. Et j'aimerais te répondre et demander la permission pour que la personne ressente combien je te respecte, ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va parler de tout et de rien. C'est à peine pour quelques minutes. Mais c'est un peu incompréhensible aussi en même temps. Des fois aussi, elle n'appelait pas pour que je lui dise appelle-moi plus tard. C'est juste en besoin de me parler. Alors on se battait parce que je lui demandais pourquoi tu n'écris pas. Elle me dit mais pourquoi tu veux que j'écris? Moi je vais te parler. Moi je dis chérie, si tu m'écris, que tu sais si, je sais disposer mon temps, je sais faire attendre une personne, puis une autre, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a clarifié cela, les attentes sont devenues claires. Je sais à quel moment prendre mon téléphone, appeler ma femme, parce qu'elle ne me dérange pas avec ses appels. Des fois, ce n'est pas juste être en contact avec moi qu'elle veut m'écouter. Il y a des conversations qui se passent parce qu'on se parle. Mais de la même manière, elle sait presque déjà maintenant s'attendre à un SMS pendant la journée. Elle sait qu'à un moment donné, mon mari va m'écrire. Donc, quand on communique bien, ça clarifie les attentes et ça diminue les frustrations. Pourquoi on a diminué les frustrations? Parce qu'en journée, le fait que j'ai envoyé l'SMS, ça compte pour l'appel. Le fait que j'ai envoyé le WhatsApp, ça compte pour l'appel. Le fait qu'elle a appelé, ça compte aussi pour moi pour le WhatsApp. C'est-à-dire, si moi je suis fort à envoyer des messages, ça compte comme une expression d'amour, un rappel que je pense à elle. Pour elle, c'est appeler. C'est-à-dire, le jour où on n'a pas fait d'appel, on n'a fait que de messages, nous deux, on considère qu'il y a eu contact. Oui. Et le jour où on n'a pas fait des SMS, on a fait que l'appel, nous deux aussi, on considère qu'il y a eu contact. C'est-à-dire que le moyen de contact, le moyen de communication de l'un de l'autre commence à peser 100%. Oui. Pour qu'on ne puisse pas se dire, on n'a envoyé que des SMS, donc on attend l'appel. Ou on a appelé, on attend que les SMS. Mais puisqu'on a clarifié cela en se disant, écoute chérie, moi quand je pense à toi, même en plein milieu d'une conversation, je m'arrête, pendant que je parle, je fais un message, je t'envoie. Elle sait que ces messages, c'est vraiment la même chose que moi je ressens quand j'appelle. C'est la même chose que lui aussi ressent quand il envoie le message. Donc, quand on clarifie notre forme de communication, ça diminue les frustrations, ça clarifie les attentes. J'allais dire vraiment dans le plan, ça diminue la frustration parce que moi, quand j'appelais, il te répond allô, chérie, est-ce que je peux te rappeler? J'ai un entretien. Ou bien il ne disait pas entretien, il disait allô. Quand tu oh chérie, oui chérie, je peux te rappeler? Il dit je disais mais pourquoi? Moi je peux tout arrêter.
On voyait tout le monde de l'autre côté seulement pour répondre à son appel. Mais comment lui fait ça? Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas normal. Alors, lorsqu'on a essayé de parler, de changer par rapport à cela, alors même moi, lorsque je l'appelle, parce que c'est mon ami, même quand j'ai envie de rire, il y a quelque chose qui vient d'arriver, le premier réflexe c'est l'appeler. Alors quand j'appelle, et puis j'entends, il a beaucoup changé, et tu l'appelles, tu dis allô, puis oh allô chérie, ça va? C'est lui qui parle, c'est même pas toi. Tu vas bien et tout? Et puis moi j'ai dit oui, oui, j'ai bien. Moi je commence à anticiper. Tu es en entretien? Et puis oui, je peux te rappeler. Oh, pas de souci. Donc je ne suis plus frustrée par rapport à cela. Je sais qu'il la conversation était courte, pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il a quelqu'un en face de lui. Alors c'est moi-même qui commence à m'excuser. Je ne savais pas, alors on se rappelle après. Et il n'y a plus de frustration, la vie elle est belle, tout va bien, Jésus est vivant. Alors, lorsqu'on communique, lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on ne sait pas s'asseoir pour mettre les points sur le i, c'est là où chacun, et surtout nous les femmes, nous avons toujours des imaginations. Tu vas commencer à te dire, tu commences à relier. Il m'a répondu comme ça. Le mercredi passé, il m'avait fait ça aussi. Et puis ce lundi-là, c'est qu'il y a quelque chose, il veut pas se Il me fait ça tout le temps quand il est avec cette soeur-là. Et encore dans ton bureau. Hein. Il y a quelque chose. Moi, je ne suis pas de ce genre. Oui, c'est vrai que des exemples. J'ai dit, tu commences à relier. Les femmes relient souvent des choses qui des fois n'ont même pas de lien. Mais nous, on est spécialistes à relier les choses parce qu'on regarde de notre point de vue bien par rapport au sentiment que ça m'a donné lorsque j'ai eu cela. Alors, s'asseoir, s'expliquer et dire les attentes aussi à l'autre, parce que on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas communiquer de la même manière, on ne peut pas, on est différent, donc chacun de nous a sa façon de... Alors s'asseoir, on parler de tes attentes. Chérie, tu vois, moi je préfère ceci. Et j'ai commencé même à rire ces jours-ci, je lui dis, tu as vraiment de la concurrence, je suis très contente parce que à peine que je m'habille, avant même que mon mari me voie, j'ai Roland qui est là. Mamie, oh mamie, tu es plus belle. En fait, parce que de moment, il est occupé par quelque chose, il ne sait pas toujours voir si... bon, souvent, il n'était pas aussi, comment dire, il manquait des délicatesses. Quand tu dis, chérie, tu ne remarques pas, je viens de faire des cheveux. Oui, chérie, tu as vu les cheveux? Là, ça fait encore mal. Il me pose la question. C'est qu'il n'a même pas remarqué que j'avais fait des nouvelles tresses. Faites pas ça chez vous. Donc, maintenant, il a appris. Il a dit, des fois, je peux admirer, mais il ne savait pas le dire. Il n'était pas prompt à dire facilement, c'est joli, tout ça. Il peut passer un moment, et puis c'est comme s'il revient, puis tu dis, oh, c'est très joli, et tout ça, puis tu dis, bon, et ça fait 3 heures que j'étais déjà comme ça, tu n'as rien vu. Mais là, maintenant, il a quand même de la concurrence, parce que j'ai un garçon qui sait te faire des compliments au moment, à l'heure, alors lui-même, il se bat, ça commence à changer. Mais elle vient de dire quelque chose d'important, vous devez savoir que ça s'apprend, ça ne vient pas du coup. Ne le mettez pas une corde au cou parce qu'il ne sait pas encore faire. Ah, tu sais combien de gens m'ont dit, combien de gens m'ont félicité, combien de gens m'ont apprécié, ainsi de suite. Et c'est avec le temps que ça vient. De fois, on apprend. Tu sais, les gens qui t'apprécient en route, c'est pas la même chose. C'est pas de la même manière que tu es en train d'évaluer ton mari. Parce que ces gens-là, tu ne le connais pas. Dès qu'ils te disent, ah madame, vous êtes bien habillée. Vous dites qu'il ne sait pas, il va bien habillé. Mais quand ton mari te dit, ah chérie, c'est très bien, tu vas encore lui dire, tu trouves? Il a envie de dire, mais pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Parce que tu sais que quand il dit très bien, tu connais même ses valeurs. Mais ceux des autres admirateurs, tu ne connais pas. Mais tu sais que mon mari, quand il dit très bien, il a une façon de dire, mais je ne l'ai pas senti, je dois retester encore. Est-ce que c'était vraiment ça? Alors, quelque chose d'important dans la communication, qui est comme le principe de base sur lequel nous sommes en train de naviguer ici, c'est qu'en communication, vous devez savoir que ce n'est pas seulement ce que la personne vous dit qui a un sens pour vous, mais c'est ce que vous pensez de la personne avant qu'elle ne vous parle. C'est-à-dire qu'en communication, vos préjugés sur votre interlocuteur influencent le message qu'il vous dit. Si je pense que Nadège, ces derniers temps, me cache quelque chose, ce qu'elle me dit n'a plus le même sens. C'est pour cette raison qu'il est très important dans le couple de tout de suite faire partir des zones d'ombre. Parce que la manière dont les gens manipulent le couple, c'est quoi? Ils créent des petits trucs, des petites zones d'ombre
et ils se rendent compte que vous n'en parlez jamais. Ils vont tester. Les gens sont bizarres. Hein. Ils vont tester, ils se rendent compte que tu as commencé à créer un dossier pour ton mari ou un dossier pour ta femme. Et donc, tu n'en as pas encore parlé. Ce qui veut dire que quand elle cite une chose, tu es en train de rassembler des données en fait. Tu fais un dossier de police. Tu dis, ok, dernièrement on avait dit ceci, dernièrement j'avais trouvé, dernièrement je vais trouver. Et quand quelqu'un ressent que tu le soupçonnes, il alimente cela. Alors, pour pouvoir tout ce qu'il va dire, pas seulement dans les cas de suspecter l'autre dans une chose ou quoi, mais quand tu as une pensée sur lui, par exemple tu te dis, j'ai toujours l'impression que mon mari, surtout je ne conviens pas assez. Oui, les femmes disent toujours, j'ai l'impression qu'il ne me considère pas, ou bien j'ai l'impression que je ne suis pas assez belle, ou bien assez bien pour lui. C'est-à-dire, tout ce qu'il va dire, parce que toi tu as ce préjugé-là, tu te dis déjà que ça sort de la bouche de quelqu'un qui pense que je ne suis pas assez bien pour lui. Alors quand il te dit, ah, tes cheveux c'est très joli aujourd'hui, hein. Tu te dis, donc hier c'était pas bien. Tu vois? Il dit, non, ah, c'est seulement joli aujourd'hui, hier c'était pas bien. Je dis, non, je parle en termes de conjugaison en temps présent. Voilà, tu vois? Mais en fait, c'est pourquoi il est très important de se rassurer de certaines choses. Je me souviendrai toujours, chérie, je parie que tu te souviens, d'un merveilleux conseil que maman Viviane nous avait donné lors de nos premières rencontres avec elle. Maman Viviane nous avait dit une belle phrase qui nous a beaucoup changé, le pasteur Viviane Dalo. Elle nous a dit, vous devez, puisque vous voulez vous marier, vous devez résoudre le problème de oui ou non c'est l'homme ou la femme de ma vie. Une bonne fois pour toutes. Exact. Pourquoi? Parce qu'elle disait, elle nous donnait l'exemple justement elle disait, aujourd'hui, quel que soit le problème qui m'arrivera avec Roland, je ne vais pas aller à genoux prier en disant au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est vraiment lui? Je vais plutôt dire, Seigneur, voici ce qui m'arrive avec l'homme que tu m'as donné. C'est déjà lui. Ce qui fait que même la façon d'aborder la prière est complètement différente. Ce qui veut dire que ce que vous pensez de l'autre influence les choses que vous comprenez de lui. Si déjà vous lui dites, lui il se prend toujours supérieur à moi, j'ai toujours l'impression qu'il est complexé vis-à-vis de moi, s'il dit une phrase, c'est déjà quelqu'un de complexé qui te parle. C'est pourquoi ce qu'on pense de l'un de l'autre est important. Ce qui nous permet de parler du troisième et dernier principe en matière de communication ici. C'est que pour bien communiquer, il faut renvoyer à l'autre l'évaluation que vous avez fait de lui. Pour lui demander, pour essayer de voir si vous avez bien évalué. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que si je constate une chose ou une autre, comme Nadège en donnait l'exemple tout à l'heure, dit, elle finit par me dire, écoute chérie, j'ai constaté que chaque fois que tu t'es fâche, tu t'es calme. Je dois confirmer ça. Tu vois, je dis oui, justement, tu as raison. Moi, quand je suis fâché, quand je vais de plus en plus fâché, je me dis, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler, moi, quand j'étais tout petit, je me fâchais, je devenais brutal. Et donc, pour moi, maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est complètement l'effet inverse. Quand je suis fâché, je me tais. Je deviens un peu passif, je laisse tout passer, je ne dis plus rien, ainsi de suite. Le fait qu'elle m'a fait cet effet miroir, elle m'a permis de voir et de savoir que j'ai à côté de moi quelqu'un qui me comprend. La communication change. Alors, ne comprenez pas l'autre, ne faites pas une analyse de l'autre que vous gardez pour vous. Parce que votre analyse, si elle n'est pas publiée, personne ne peut confirmer ça. Alors, vous faites de la nadégéologie ou de la tomsologie que vous confirmez par vous-même. Non, vous devez faire confirmer par lui. En disant, avec les temps qu'on est, j'ai l'impression que chaque fois que tu fais ça, ça signifie ça. Parce que je connais ces conversations qu'on a eu, ma femme et moi, où en fait la conversation va du genre, tu sais, ces jours-là quand tu t'étais fâché, pour moi, j'ai trouvé que ça veut dire ceci. Je sais pas ce que pour toi ça signifie, mais moi, ça m'a touché parce que ça signifie ceci pour moi. Vous voyez, c'est une très bonne conversation. Parce qu'en fin de compte, je ne juge pas les faits. Je donne juste ma réaction vis-à-vis de comment ça m'a touché moi. Et puis ça donne à l'autre l'opportunité de se dire, non chérie, c'est pas ce que je voulais faire. Désolé, je suis désolé de ce que ça donnait ça comme impression pour toi, mais voici le message que j'ai envoyé. Et on arrive à se résoudre en se disant, non, tu sais, moi quand tu envoies ça, ça signifie ceci pour moi. Et puis moi aussi je dis, non, moi aussi j'ai grandi, je ne fais que ça. Mais au bout de cette conversation, on a intégré maintenant les deux éléments. Exactement. Quand mon mari parle comme ça ne signifie pas ce que ça signifie pour moi. Ça signifie aussi ce que ça signifie pour lui. Du coup, lui aussi doit se poser la question, attention, si je fais ceci,
ça peut ne pas signifier ce que ça signifie pour moi. Ça risque de signifier à ma femme ce que ça signifie pour elle d'habitude. Et donc tout le jour, on essaie de balancer cette chose-là. Je ne sais pas ce que tu veux te dire sur cette évaluation qu'il faut envoyer à l'autre. Elle est très importante parce que si vous n'en parlez pas clairement, vous allez passer du temps, des années à ne jamais vous comprendre parce que personne n'a pu verbaliser, personne n'a pu se dire regarde dans mon angle de vue. Voilà. C'est quand tu dis ça, ou bien quand nous sommes devant les gens, quand tu dis telle chose, pour moi, ce n'est pas me sentir, ce n'est pas me donner de la valeur. Moi, je le prends plus sur le plan de la déconsidération et tout ça. Et puis lui s'est dit non. Moi, je n'ai jamais pensé que ça faisait ça. Et ça vous aide, et lui et elle, comment dire, à changer vos paramètres. Ça, c'est très important parce que chacun dans son coin peut se faire vraiment un film. Et c'est très important d'arriver maintenant à le publier, comme tu l'as dit. Je publie que ça, chérie, quand tu le fais, je ne me sens pas valorisée. Quand tu fais telle chose, je sens que tu n'aimes pas, je sens que tu es indifférent, ou bien tu n'approuves pas, ou bien tu n'apprécies pas. Et lui, il va te dire, ah, non, moi, je n'ai jamais pris ça comme ça. Moi, ma manière d'agir, pour moi, ça veut dire ceci. Quand je te fais ça, c'est pas que je ne te valorise. Pour moi, c'est même dévaloriser. Je te laisse de l'espace. Au fait, vous arrivez maintenant à mieux vous comprendre et à aller un peu plus vite. C'est très important. Tant que tu n'as pas donné ces feedbacks-là à l'autre, pour lui dire, écoute, moi, je pense que quand tu fais ça, ça signifie ceci. Alors, il est capable de te dire, ah non, c'est pas ça le sens de faire. C'est comme ceci pour moi. Je sais que vous êtes toujours là, vous êtes encore ensemble avec nous de partout. Ça fait longtemps. On aurait tellement voulu vous donner à chacun la voix, que chacun parle aussi en même temps. Mais je sais qu'il y a plein de commentaires là, les uns les autres donnent leurs commentaires, de leur expérience. Alors, à la prochaine fois, n'hésitez pas de faire venir votre mari, votre fiancé, pour qu'on puisse parler ensemble de ce sujet ici. On va vous le dire, d'ailleurs, vous savez, beaucoup d'activités, nous sommes en train de reprendre, c'est le début de l'année. Tous ceux qui ont déjà suivi une fois cadeau, vous devez savoir que cadeau revient déjà. On va avoir cadeau déjà, c'est à partir de quelle date déjà? C'est à partir du 28, le 28 janvier. Ce 28 janvier, du 28 au 30, on va reprendre cadeau. Cadeau, c'est la conférence internationale, donc la conférence sur l'adoration. C'est un moment où on passe pour apprendre des choses sur l'adoration et vous inscrivez en ligne. Vous êtes dans cette grande conférence, se passe en ligne. Donc sur Zoom, on a le temps de vous suivre particulièrement, de poser des questions et d'évoluer sur des sujets. Cette année, on a prévu des très bons sujets, 3 sujets pendant ces 3 jours-là. Alors, on a déjà parlé de la communication, on a dit beaucoup de choses. En résumé, on va passer à la communication. On a dit beaucoup de choses. Mais résumons quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Pour que vous puissiez améliorer la communication dans votre couple, changer de cadre. Cela vous permettra de mieux parler de certains sujets. Tous les problèmes de la maison ne se résolvent pas à la maison. Ça signifie que certaines des choses que les uns les autres font dans la maison, on en parle mieux quand on est allé à un week-end à l'hôtel, quand on est allé en randonnée. Alors, changer de cadre vous permettra d'aborder autrement certains sujets. 2. Ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez à faire évoluer le couple. Ne cherchez pas qu'au bout de votre conversation, finalement, vous puissiez dire, ah, tu vois, finalement, je disais quoi? Celui qui essaie de gagner dans le couple fait perdre le couple. 3. Investir sur la communication, sur le comment et le quand. Prenez du temps à préparer la manière. Prenez du temps à choisir le moment. Ça donnera la force dans votre communication. Ce n'est pas parce que vous voulez le dire que vous devez le dire. Choisissez le comment et le quand. Et en fin de compte, il faut se décider finalement de parler. Ne faites pas des jeux de pensée à la maison. Parlez. S'il y a quelque chose, dites-le. Si vous le dites quand vous êtes fâché, pourquoi vous ne l'aviez pas dit avant de vous fâcher? Pourquoi vous ne l'aviez pas dit quand ça commençait? Parce que finalement, quand vous serez tellement fâché, vous allez le dire. Et ça ne sert à rien. C'est tout ce qu'on vous demandait avant justement de vous fâcher. Et je répète donc ces quelques conseils. Changez les cadres. Cela vous permettra de parler de plusieurs autres sujets à différents endroits. 2. Ne cherchez pas à gagner. Cherchez plutôt à faire gagner le couple. Ne cherchez pas à avoir raison. 3. Investissez sur le comment et le quand. La manière et le moment de pouvoir parler de ce que vous devez parler. Et en fin de compte, décidez-vous de verbaliser. Parlez, ouvrez la bouche.
On va vite, est-ce qu'on aura encore le temps? Mais j'espère qu'on en aura. Parce que les sujets concernant l'argent n'est pas un sujet facile. L'argent appelle l'argent. Les sujets sur l'argent de l'écoute. On veut juste parler, peut-être en principe général, sur les ressources. Les différentes ressources que les couples peuvent avoir. Mais on va parler en particulier des ressources financières. Nous tous, on ne gagne pas de l'argent cash. Donc c'est banque, c'est compte bancaire, c'est carte au crédit. On est en train de parler de toutes ces choses-là. Donc on est en train de parler ici de l'argent. Les problèmes en matière d'argent, c'est généralement lesquels? Parce que là-bas, il y a des problèmes, comme on dit. Comme je dis, c'est vraiment au pluriel. Parce que il y en a tellement, comment dire ça, dans un couple, il faut que vos revenus, vos sources soient connues. Ton partenaire doit savoir combien tu gagnes, par quels moyens tu gagnes ton argent. Elle doit être au courant de tout ça. Ça doit être clair. Quand déjà il y a des cachotteries... Mais déjà les problèmes, pour l'instant, à ce niveau, quels sont les problèmes les plus reportés en matière de couple sur le sujet de l'argent? Moi, je sais, par exemple, par exemple, mon mari. Oui. On ne parle pas encore des maris des gens. On ne parle pas des maris des problèmes d'abord général. Moi, je sais par exemple que les gens se plaignent des les dépenses qu'on prévient par l'autre. Oui, faire une dépense sans en parler à l'autre. Oui. Ça, c'est frustrant. Oui, il y a par exemple des revenus non divulgués, cachés. Il a de l'argent, mais l'autre ne sait pas qu'il en a. L'autre ne sait pas, il a un compte caché que l'autre ne sait pas. Un jour, tu surprends et puis tu te dis, si même, comme il dit, comment il a pu cacher ça? Alors ça, c'est vraiment une source de... Et il y a aussi des cas où on se retrouve, on met l'argent ensemble, mais il y a un de deux qui est le plus grand dépensier, quoi. Donc pour lui, l'argent ne fait que sortir dans sa direction, ainsi de suite. Bon, tu veux vraiment parler des maris des autres, hein? Oui, je vais parler des maris des autres. Surtout sur le plan, faire des dépenses sans en parler à l'autre. Je me souviens... Bon, c'est déjà passé. Souviens-toi si tu veux. Je me souviens, lorsque j'ai été enceinte de notre premier enfant, Priscilla, je pense que j'étais dans les 5 mois, j'avais un rendez-vous. C'était connu, on en avait parlé, je devais avoir un rendez-vous avec le gynécologue et tout ça. Donc je devais payer de l'argent pour mon rendez-vous. Alors, on savait aussi ces jours-là qu'il avait ramené de l'argent, je le savais, il devait ramener $100 à la maison. Donc j'ai calculé l'argent du rendez-vous. Tout a été planifié à 2. Alors, le matin, je lui dis, l'argent, on n'a pas parlé hier. L'argent, c'est comment l'argent qui devait arriver dans notre maison, atterrir chez nous, parce que je dois aller chez le médecin et tout. Et puis, comme dans un film, j'entends, oh chérie, excuse-moi, j'ai eu des cas, des gens m'ont demandé de l'argent, j'ai donné, l'autre m'a demandé, j'ai donné 30, l'autre m'a demandé. C'était, comment dire ça? C'était, je me raconte vraiment l'émotion que j'avais ces jours-là. C'était tellement choquant pour moi, c'était tellement choquant que je ne me suis pas fâchée. En fait, une larme est sortie directement, sans même, donc je ne me rendais même pas compte, la larme partie. Et puis, j'ai dit, ok, tel avait besoin, tu lui as donné tel. Et moi alors, et le bébé, c'était tellement choquant. Et le bébé, je n'arrivais même plus à parler. Donc je rate le rendez-vous qui était très important par rapport à la grossesse et tout ça. Et pourtant j'avais une grossesse qui devait être bien surveillée. Et puis il me dit que parce que telle personne a présenté le problème, l'a donné, telle a présenté, il nous a oubliés. Vous savez, dans matière d'argent et dans le couple, quelqu'un peut appeler ça égoïsme, mais c'est dans un bon sens. Parce que lorsque nous nous marions, moi, ma priorité, c'est mon mari d'abord, et ce sont mes enfants. Peu importe. Ça ne nous empêche pas d'aider, on passe le temps à aider les gens.
Mais lorsque j'ai un revenu, les premières personnes auxquelles je pense, c'est mon mari, c'est mes enfants d'abord. Et là, ça m'avait tellement choqué. Même la manière, je ne me suis pas fâchée que ça l'a changé. Tellement que je n'ai même pas réagi. Je lui ai seulement fait comprendre. J'ai raté le rendez-vous chez le médecin. On ne sait pas ce qui devait se passer. C'était important de faire cette échographie et ce rendez-vous. Donc je n'avais plus de choses à dire. Alors, même ma façon de réagir, tellement qu'elle n'était pas violente, ça avait vraiment, je l'ai vu. Même en même temps, j'avais quand même mal. Je me dis, oh, celui-là, il est culpabilisé. Mais je disais, je ne fais rien, je ne bouge pas. Je ne vais pas l'aider en ce moment. Il doit comprendre les niveaux de cette, comment dire, de cette négligence qu'il a faite. Alors, il a changé. Les femmes qui ont déjà connu un cas pareil. Oh, les femmes, envoyez le feu, mettez le feu. Les femmes qui ont connu des cas où ils ont eu vraiment l'impression que le monsieur, il a fait des calculs d'argent sans mettre la famille dedans, sans lui mettre elle dedans. L'argent a servi à quelque chose, mais en tout cas pas à elle, ni aux enfants, ni en tout cas pas du tout. Je vois comment l'écran commence à monter en flamme. Donc, montez juste ça pour nous montrer que voilà, c'est un cas réel. Elle raconte une chose vraie. Alors, de la perspective des hommes, avant qu'on commence à établir les principes qui sont avant, quelle est la perspective des hommes en général, je dis moi et avec ceux avec qui j'ai eu l'opportunité de parler, comment on voit l'argent? Ou bien de la perspective peut-être de la personne qui travaille dans le couple, si c'est l'unique individu qui travaille dans le couple. Je commence d'abord la perspective des hommes. L'homme considère que l'argent est l'expression de ses compétences. C'est son pouvoir réel. Donc, j'ai réfléchi, j'ai fait ce que j'ai fait. Voici, si je réfléchis, si je suis intelligent, voilà ce qu'on me donne. C'est le résultat. C'est un peu mon 10 sur 10 le jour de la classe. Quand je le remets, c'est mon 10 sur 10. C'est les résultats. Tu vois les chiffres qu'on met là, 10 sur 10. C'est mon résultat. C'est à moi. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit avoir le pouvoir de distribuer, c'est moi d'abord. Et donc, l'homme considère que l'argent est l'expression de son pouvoir. Et il se place dans un contexte de pouvoir. Et il veut démontrer ce pouvoir-là qu'il en a. Et vous verrez très souvent que les hommes, bon, je sais qu'il existe des cas des hommes super dépensiers qui ne font qu'acheter des gadgets pour eux-mêmes. Mais il existe aussi des cas de ceux qui en réalité cèdent le pouvoir, partagent le pouvoir, distribuent le pouvoir. Il veut montrer que j'en ai, donc il commence à donner. Un tel en a besoin, il donne, un tel en a besoin, il donne, un tel en a besoin, il donne. Les hommes qui, pour eux, c'est quand même un peu mauvais, c'est ceux qui, justement, se disent la mauvaise phrase de Colombo Ngaliembo-Monae, donc d'après les textes originaux qui veulent dire, en français, bah, celui à qui appartient l'argent, il a juste bouffé son argent. Celui qui produit, il a bouffé ce qu'il produisait. L'homme pense d'abord que l'argent me donne les capacités. Et quand quelqu'un vient vers moi, il demande mes compétences, demande ma force. C'est-à-dire que si c'était un devoir des maths, j'allais le faire. Mais ça, c'est une histoire de francs congolais, des dollars et des euros. Et justement, j'en ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, va te promener, reviens demain. Non, j'en ai. Tu vois, l'homme s'est dit, c'est moi qui produis les résultats. Tous ceux qui veulent mes résultats, je peux les leur donner. Parce que celui qui produit demain, c'est moi. Et c'est là même l'erreur de l'homme. C'est à la fois vrai et très faux. Pourquoi? Parce que le principe fondamental, j'ai dû le comprendre aussi, que ce soit par la Bible, que ce soit par la façon dont on vit ensemble, c'est que les besoins du couple sont collectifs. C'est-à-dire, les besoins de la famille sont les besoins de tout le monde. Pas d'abord les besoins des gens de l'extérieur. Les besoins de la famille sont les besoins de tout le monde. Ça signifie ceci. Si moi je rentre à la maison, je me dis, bon, je prends mon argent de coca, je donne ça à quelqu'un. Je ne suis pas le seul à avoir besoin de prendre quelque chose. Ma femme a aussi besoin de prendre le jus. Les enfants ont aussi besoin de prendre le jus. L'argent que j'ai sorti de ma poche pour ma boisson, que j'ai éliminé pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre, c'est aussi la boisson des enfants que j'ai éliminée. C'est aussi la boisson de ma femme que j'ai éliminée. Je me dis, bon, je ne vais pas m'acheter du crédit pour appeler le téléphone, je vais faire un cadeau. Le crédit que j'ai pris, c'est aussi les frais de communication de tout le monde.
C'est exactement la même chose. Quand il existe des besoins dans la famille, ces besoins sont partagés. Alors, quel que soit votre régime matrimonial, un régime réduit aux acquis, communauté universelle de biens ou quoi que ce soit, sachez-le bien que, quelle que soit la façon dont vous gérez votre patrimoine, vos besoins sont collectifs. C'est-à-dire, besoin de boire, c'est pour vous deux. Besoin de manger, c'est pour vous deux. Besoin de voyager, c'est pour vous deux. Si vos besoins sont collectifs, quel que soit ce que vous avez décidé de choisir sur la gestion de vos ressources, vous rendrez compte que c'est collectif. Vous devez les gérer ensemble. Ce qui signifie que vous ne pouvez plus réfléchir que l'argent soit le pouvoir de l'homme et que l'argent soit le pouvoir de celui qui travaille. Non, l'argent c'est le super pouvoir de votre famille. Ne te dis pas je suis super homme, j'aide mes parents, j'aide mes frères, super homme à la rescousse, tu vas chez les oncles, chez tout le monde. Ce super pouvoir là n'est plus à toi seul, il est à vous deux. Parce qu'à un moment dans la vie, tu n'as pas de super pouvoir. À un moment dans la vie, c'est elle qui a le super pouvoir. C'est l'autre qui ne travaille pas qui a le super pouvoir. À ce moment-là, devrait-il mettre ça au service de démontrer ses capacités là où il va, où on doit, autant les problèmes nous viennent collectivement, autant les solutions doivent être résolues collectivement. Tu ne peux pas prendre les ballons et essayer de marquer un but en oubliant que dans ton camp, il y a un gardien. Ne te dis pas parce que le ballon est entre mes jambes, c'est un exemple que j'essaie de donner aux hommes, hein, ils comprennent. C'est pas parce que j'ai le ballon seul que je ne suis pas dans une équipe. C'est que je ferai du ballon. Quand je le perds, le ballon que j'ai perdu, ça peut rentrer chez moi quand même. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. J'ai perdu le ballon et chez moi c'est raté, c'est entré comme un but. J'ai le ballon, je l'ai donné n'importe comment et chez moi c'était revenu comme un but. En matière d'argent, premier élément fondamental, souvenez-vous, vos besoins vous touchent tous. Du coup, la conséquence, c'est que vos ressources doivent être aussi connues ensemble, n'est-ce pas? Oui. C'est très important parce que vous savez, en matière d'argent aussi, ça dépend des personnalités. Et mon mari était le genre, bon, ça m'étonne même aujourd'hui parce qu'il a changé. Il était ce genre de personne qui ne sait pas dire non. Alors, il est, comme l'a dit au début, quelqu'un qui se sacrifie. Il peut tout manquer pour satisfaire d'autres personnes. Et il ne se rendait pas compte. Souvent, les gens abusent de ces personnes. Ils le savent, ils disent, il ne résistera pas. Et pourtant, ils ne savent pas quels sont ces efforts qu'il a fournis. Il s'est même sacrifié pour leur donner. Les gens jamais te diront, c'est bon, on a pitié de toi aujourd'hui. Non, ils savent que tu ne sais jamais dire non. Ils vont continuer à demander sans se poser la question comment tu vis, comment tu t'occupes de ta famille. Ils vont te, comme un vampire, on va te sucer du sang. Donc c'est un peu ça. Alors, ce n'est pas de la mauvaise foi. Il faut planifier les choses. Nous avons nos familles, nous avons des personnes à aider. Il faut les planifier. Nous ne disons pas que parler ensemble, mettre les finances ensemble, ça veut dire ne plus donner, ne plus venir en aide aux gens. Ce n'est pas ça. Mais il faut planifier les choses, il faut savoir comment faire les dépenses. Parce que si vous ne pensez pas, surtout les enfants, vous ne pensez pas, lorsque vous manquez, vous constaterez que vous n'avez personne pour vous aider. Personne ne peut même penser que vous manquez. Parce que les gens savent que c'est vous qui donnez à tout le monde, donc vous manquez jamais. Personne ne pense pas à vous donner un petit crayon, même une petite tomate. Mais pourtant, vous êtes dans le besoin. Alors, ça serait bien alors, un moment être égoïste, comme je l'ai dit au début, de penser d'abord à ta femme et tes enfants. Les gens qui te demandent tout le temps, ils ont leurs femmes, ils ont leurs activités, mais toi quand tu manques, ta femme manque, tes enfants manquent. Comme tu l'as dit, c'est collectif. Ce n'est pas qu'une question, ce n'est pas individuel. Alors quand les besoins sont là, c'est des besoins collectifs, on doit les régler. Alors lorsque nous travaillons, le mari travaille, moi je travaille, j'ai un salaire, mon mari, dans notre cas, moi j'apporte de l'argent, mon mari travaille, moi je travaille. Bon, dans notre cas, il a toujours beaucoup d'argent plus que moi, mais nous parlons, nous mettons l'argent ensemble, nous savons comment faire, comment dépenser. Bien ce mois-ci, on ne dépense pas, on sacrifie telle chose pour tel but. Ça c'est très important. Alors, quelques conseils, puisque les minutes ne sont pas toujours en notre faveur. Premièrement, vulgariser toutes les ressources de la famille et les dépenses. Dites tout ce que vous avez comme entrée. En fait, on est arrivé à un moment où on devait tout dire. C'est-à-dire, pas qu'on ne disait pas tout, mais
on devait prendre même les imprévus. C'est-à-dire même les choses qu'on ne peut pas calculer, qui ne vient pas chaque fin du mois. On s'entend seulement que, écoute, voici, même quand tu pars en chemin que quelqu'un te fait un cadeau, voici ce qui doit se faire. Voici comment ça doit se passer. Voici comment on doit gérer. Voici, ça vient d'où? Quand tu as de l'argent dans tes poches, ça vient d'où généralement? Dans un couple, il est important de se dire quelles sont nos sources financières. Et aussi se dire quelles sont nos dépenses. Généralement, le problème qu'il y a, c'est dans les dépenses d'ordre familial. C'est-à-dire, les dépenses qui me viennent par ma famille ou les dépenses qui viennent par sa famille. On se dit, ah, j'ai une famille nombreuse, ils font trop de demandes. Dans ce couple, je risque de paraître comme celui qui fait plus de demandes. Allez, c'est logique. Si elle vient d'une famille de 4 personnes, moi je viens d'une famille de 13, franchement, vous voulez vraiment qu'on s'attende aux mêmes demandes? Non, pas du tout. Les nombres de personnes à aider ou bien les nombres de personnes avec qui doivent collaborer, de mon côté, ce n'est pas les mêmes nombres chez elles. Ce qui veut dire qu'on ne devrait pas avoir honte de cette réalité. On résoudrait mieux ce problème quand on le met à table et qu'ensemble, en tant que couple, on sait, voici là où ça rentre, voici là où ça sort. À partir de ce moment, on sait comment bien sécuriser les entrées pour que les sorties se fassent aussi de la bonne manière. Mais ceci de décider en matière de gestion comment on affecte les dépenses. À quoi sert le salaire de Nadège? À quoi sert mon salaire? On dit bon, le salaire de Nadège sert à l'épargne. On ne touche jamais ça. C'est ça l'épargne. Mon salaire sert à payer la maison, à s'occuper de telle chose. Si on a des entrées en tant que musicien, c'est pour que ça fasse ceci, c'est là. C'est-à-dire que vous connaissez vos entrées, mais vous les affectez d'après des dépenses. Vous savez que les dépenses de telle chose viennent de là, les dépenses de telle chose viennent de là. Dans certains couples même, on nomme les responsabilités. On dit, toi, tu es chargé de payer avec ton salaire, tu es chargé de payer les minervois des enfants. Non seulement que c'est l'argent pour ça, mais dès que j'ai l'argent au travail, je sais que c'est moi. Donc dans le couple, on doit poser la question, tu as payé les minervois ou pas? Ça devient carrément ta responsabilité financière. Et aussi, vous devez penser à demain. En matière d'argent dans un couple, pensez à demain. Ne vous remplissez pas d'habits, des choses qui vous coûtent encore, qui sont dérisoires. Épargnez. Quand on dit penser à demain, ça veut dire épargner. Vous ne serez pas toujours capable de produire la même chose, surtout aux hommes. Puisque nous pensons que l'argent, c'est un peu notre production, notre compétence, l'âge passe, vous mûrissez dans la tête, vous faiblissez dans le corps. Alors, l'âge passe, tout le monde ne fait pas un travail d'esprit, c'est-à-dire un travail d'intelligence, qui fait que plus tu as vieilli, plus tu as de l'argent. Non. Certains font des travaux qui sont totalement liés à leur force, à leur énergie. Alors, pensez à demain. Gardez pour que demain, quand vous avez moins d'efforts, vous ayez quand même plus d'argent. Gardez pour que demain, il y ait des choses, vous pouvez vous en passer aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé. Gardez, pensez beaucoup à demain. Quand vous pensez à demain, ça ferait qu'aujourd'hui, vous pouvez bien planifier, les vacances de l'année prochaine. Au lieu de se dire, bon, j'ai de l'argent, on est en vacances. On ne va pas en vacances parce qu'on a de l'argent, on va en vacances parce qu'on a projeté, préparé cela. Et enfin, investir dans le bien-être de l'autre. L'argent que vous avez, l'argent que vous obtenez dans le couple, c'est pour investir dans le bien-être de l'un et de l'autre. Alors ça, c'est très important. Je dois parler de ça en deux volets. Premièrement, le bien-être de l'un et de l'autre signifie la femme travaille, l'homme travaille, pensez à l'autre. J'ai jamais compris pourquoi dans plusieurs couples, quand vous étiez fiancés, il y avait beaucoup de cadeaux. Mais dès que vous vous mariez, les cadeaux, c'est-à-dire, c'est le jour où les cadeaux meurent. Les cadeaux n'existent plus. Ça s'est fait qu'après les anniversaires de 10 ans, de 20 ans. Il y a d'autres personnes, le jour de l'anniversaire, au moins, ils peuvent donner le cadeau. Or, toute cette histoire a commencé déjà par un cadeau qui, au nom de rien. La sœur se disait, ah, c'est à moi ça, oui. Oh, oui, merci. c'est pour rien. C'est pour... Non, c'est juste que j'ai pensé à toi. Donc, du coup, tu penses plus à elle, quoi. Et il est important de se dire, qu'est-ce que c'est que j'ai, comment ça fait du bien à l'autre. Comment j'investis dans son bien-être. J'aime toujours donner cet exemple, c'est vrai que c'est rigolo. Les femmes, elles veulent des bijoux, elles veulent des bons cadeaux, des véhicules, des cadeaux très apparents. Hein? Les hommes, à ce point-là, j'attends votre pouce. Hein? J'ai déjà dit pouce, pas d'article. Alors, les femmes, elles aiment bien les trucs qui montrent qu'elles sont bien, on a donné un cadeau. Mais très souvent, quand elles font des cadeaux, c'est ce que moi j'appelle des cadeaux invisibles. Du genre chaussettes, sous-vêtements, débardeurs,
Des gens, allez, si ma femme m'a donné un débardeur, je montre comment aux amis. Dis, allez, voilà, ma femme avait... Non, elle ne faut pas me donner des cadeaux, je dois toujours soulever les amis pour montrer aux amis. Pendant que moi, je t'ai donné des pendentifs et tout le monde peut voir. Alors, les femmes, soyez un peu plus inventives, un peu plus créatives. Vous savez que les hommes, vous continuez à les appeler bébés. Vous nous appelez bébés, vous devez assumer. Alors, normalement, les bébés, ça aime des gadgets. Il faut prendre soin. Tenez compte de ça aussi. Les hommes poussent. Tous les hommes qui veulent avoir des vrais cadeaux apparents, visibles. J'allais rajouter quelque chose. En même temps, comme tu l'as dit, le changement, ça ne se passe pas dans un claquement de doigts. Oui, tu as écouté, tu changes. Non. De notre, comment dire, pour nous, il faut être, comment dire, j'ai eu le temps, je lui ai donné le temps, j'étais patiente. Parce que quelqu'un ne peut pas, il a été comme ça toute sa vie, tu ne vas pas être là pour dire qu'il va changer parce qu'il t'a épousé toi. Alors, au fait, ce qui faisait mal même, je pouvais même me dire, bon, il dépense l'argent pour lui. Il ne dépensait jamais l'argent pour lui, c'était que pour tout le monde. Donc moi, j'étais obligée, quand j'ai fait quelques courses et tout ça, de lui acheter des trucs, de lui acheter des choses. Je vais dans les magasins, je achète. C'était même pas pour lui. Donc vous avez peut-être les femmes, vous avez peut-être des hommes comme ça, ils ne dépensent même pas pour s'acheter, faire du matu-vu, ils ne s'achètent rien. C'est seulement pour donner aux gens, faire du bien aux autres. Mais soyez patiente. Ne les brusquez pas, soyez patiente, parlez, priez et le changement. Et vraiment, je peux certifier vraiment qu'il a changé. Il a trouvé au fait l'équilibre. Il ne faut pas l'amener aussi, il ne sait plus venir remettre aux gens. Parce que c'était ça le problème au fait. C'était vraiment ça notre problème. Je lui disais, tu me donnes l'impression que je n'aide pas les gens. J'ai dit, tu m'as connu avant, même quand on était fiancés, tu me vois prendre même tous mes habits, donner aux gens. Je le fais aussi, mais on doit savoir qu'on se marie, on a des responsabilités, on doit commencer à équilibrer. Et parce que ça devient frustrant, parce que tu as l'impression que c'est comme si toi tu ne veux pas aider les gens, alors lui il pense à aider les gens. Alors il a compris cela, il a seulement équilibré, alors être patiente. Alors il est très important, je voudrais quand même ajouter ces derniers points avant qu'on réponde à quelques questions ici et qu'on finisse parce que finalement il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Puisque je suis en train de parler en fait du fait que il faut investir dans le bien-être de l'autre. Sachez-le très bien que dans un couple, surtout de la responsabilité de l'homme, surtout dans un cas de figure où l'homme travaille, il est très important de penser que vous prenez en charge la femme. Vous savez, on aime bien voir le mari, le père du mari, de la mariée venir déposer la mariée et l'homme le prend, le récupérer, aller jusqu'à l'hôtel, être béni. C'est une grosse responsabilité. C'est-à-dire, quand tu as rencontré cette jeune fille, elle s'habillait bien, elle était jolie, elle sentait bien. Ce sont ses parents qui faisaient ça. Il est possible qu'elle n'avait même pas de travail. Maintenant que tu l'as épousée, tu as pris la responsabilité. Il est donc totalement élégant de la part d'un homme, totalement, je veux dire, normal, qu'une fois que tu as épousé une femme, tu penses à de l'argent pour elle, pour son bien-être. Même si elle travaille. Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est un geste totalement, je veux dire presque de la paternité de l'homme. C'est ta femme. C'est-à-dire, ma femme et moi, on fait toujours une blague en se disant, si tu roulais en chemin et que tu faisais tomber une dame qui vend ses cacahuètes et ses cacahuètes sont par terre, tu vas payer comment? Donc, tu dois penser qu'en fin du mois ou en fin de semaine, quand j'ai quelque chose entre mes mains, je dois tenir compte du fait que je dois réserver une part juste pour donner à ma femme qui lui permet de vivre pour elle. Et là, moi, j'insiste beaucoup, je dis, chérie, ça c'est pour toi, ce n'est pas pour les enfants. Parce que oui, ça, il insiste, c'est pas pour les enfants, c'est très important. Toi. Parce qu'après, ce que tu lui as donné, c'est même acheter ça pour les enfants, et puis tu commences à avoir des dettes. Alors, ici, j'aimerais juste nous rappeler que la conférence cadeau va commencer à partir du 28 janvier jusqu'au 30 janvier. Donc, le vendredi 28, ce sera déjà une session extraordinaire où on va commencer avec tous les étudiants, tous ceux qui vont s'inscrire. Mais on a en réalité deux genres de sessions en fait. On a une session qui commence de 15h à 17h30 et une autre session qui commence de 19h à 21h30. Ce sont les heures de Kinshasa. Donc, vous pouvez vous inscrire pour l'une ou l'autre de ces deux sessions. Mais le vendredi 28, le vendredi de départ, on devra s'inscrire, on va faire une session collective. Et à partir de samedi et puis dimanche, on pourra se séparer en session de 15h à 17h30 ou de 19h à 21h30. On a 3 sujets importants
qu'on voudrait parler avec vous, n'hésitez pas de rester sur nos pages, de voir les affiches, de regarder ces éléments-là et de très vite vous inscrire et très vite vous aurez les éléments nécessaires et préparez vos notes pour pouvoir commencer cette session-là. On a quelques questions ici. Je me demande si on va les lire ou si on devrait faire encore une vidéo spéciale pour ces questions. Mais quelqu'un dit, comment arriver à communiquer pour gérer certaines tâches ménagères lorsque les deux conjoints travaillent, mais leur revenu ne leur permet pas d'embaucher une aide ménagère? Je donnerai notre exemple. Quand on s'est mariés, on n'avait pas assez de moyens financiers pour embaucher quelqu'un, travailler à la maison. On n'était qu'à deux. Alors, moi, j'étais même étonnée. Bon, surtout moi, je suis africaine, je suis congolaise. On nous a élevés d'une façon, tu dois prendre soin de ta maison, de ton mari. Au fait, moi, le fait qu'il m'aidait, moi, ça m'étonnait même, j'étais un peu choquée. Alors, mon mari me disait, mais on est à deux. Pourquoi tu veux te tuer à la tâche comme si le fait que tu sois marié, tu es puni et tout ça. Il me disait toujours, si j'avais besoin que quelqu'un me prenne en charge, j'allais embaucher quelqu'un, je n'allais pas me marier. Donc, je ne t'ai pas épousé pour que tu viennes commencer à faire les travaux et t'épuiser. Alors, comme on n'était qu'à deux, la maison, elle était propre. Quand il était là, le soir, on sait faire ceci, la vaisselle est toujours propre, on lave le soir à deux, on sent... Vraiment, ce sont des très bons moments parce qu'il faut en profiter en même temps, une parenthèse, il faut en profiter parce que quand ces gens-là viennent, ces gens-là viennent dans votre maison, ça devient compliqué. Alors, ça devient que ça ne soit plus une corvée. C'est un plaisir, vous le faites à deux, vous jetez de la mousse, vous faites des bisous, vous faites votre vaisselle. Ça ne ressemble plus à une corvée. Chacun, vous partagez vraiment les tâches. Toi, tu t'occupes de telle chose, moi, je m'occupe de... Et ça va, et ça marche. Jusqu'à ce que vous ayez les moyens peut-être d'embaucher quelqu'un. Et moi, personnellement, vraiment la personne qui a même eu l'initiative d'embaucher, c'était plus mon mari, c'était pas moi. Parce que moi, je me disais, oh, je suis capable de faire ça, je suis capable de m'occuper de ma maison. Alors, quand je suis tombée enceinte et quand j'ai eu quelques menaces avec la grossesse, mon mari a dit non, 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 on engage quelqu'un, ça va aller. Et ça, malgré que je travaille, lui travaille, mais ce n'était pas assez suffisant pour les dépenses à la maison. Alors, on s'est sacrifié, on se disait, on fait ensemble. L'homme a été là pour m'aider. Ce n'est pas le genre, il vient, il met ses jambes sur la table pour dire je suis rentré, je suis fatigué. Il y a à manger sans mettre la main à la pâte. Non, il était là pour toujours aider, pour alléger sa femme. Alors, je trouve que c'est... Alors, comment aborder le sujet de pouvoir équilibrer ça, quoi? Pour bien dire à l'autre qu'on doit travailler ensemble, je pense qu'il faut montrer les faits. Tant que, en fin de compte, c'est toi qui as tout travaillé en cuisine, tu es tout fatigué, tu es toute fatiguée, et lui, il a le résultat. Demain matin, il va demander encore. Pourquoi? Hier, tu as tout fait. Tu as fait et les assiettes et tout. Et tu t'es aussi occupé de lui au lit, tu as tout fait. Pour lui, c'est bon. Le lendemain, il vient, tu fais ça tout le temps. Alors, c'est quand les faits commencent à crier de soi-même que ça aide, que c'est une introduction à la conversation. Quelqu'un qui vient et qui se rend compte que tu as travaillé, tu as fait ci, tu as fait cela, tu as préparé la nourriture, tu dis bon, vraiment, j'ai tout préparé pour toi, je suis obligé de te laisser manger seul parce que je dois aller dormir. Pourquoi tu vas dormir si tôt? Parce que si je continue à travailler à la manière dont je travaille, et si je m'attends à ce que tu commences à me toucher la nuit, il faut qu'à un moment donné, je réussisse à dormir. Il y aura la phrase « je suis fatigué ». Voilà. Tu vois, quand il commence à se rendre compte que non, mais en fait, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose. Je me souviens à un moment donné, on arrivait très souvent en retard à l'église. Moi, j'étais tout fâché. Je dis « chérie, on arrive un peu trop juste à l'heure. Moi, je veux qu'on ait... » Mais je ne me rendais pas compte que il y avait des enfants. Ma femme ne se préparait pas qu'elle seule. Il fallait préparer aussi les enfants. Je dis, mais mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, mais moi, je ne dois pas seulement être prête. Je ne suis pas en retard, en fait. C'est après s'être occupé des enfants que je dois me préparer. Et puis, je me suis rendu compte que, ah non, ben, tiens, on va se donner un coup de... Qu'est-ce qu'il faut faire aux enfants? Ok, chaque matin, quand il faut partir, quand il faut faire des choses pareilles, les tâches sont claires. Celui-ci réveille les enfants, l'autre les lave. Quand tu les laves, tu leur montres où aller se manger pendant que l'autre fait ceci. Au bout d'un moment, on a commencé à partir. Je pense que quand on se rend compte que les tâches ménagères ne sont pas la responsabilité individuelle d'une personne, mais ce sont les besoins réels du couple, on réussit à avancer. Qu'est-ce que la communication
Qu'est-ce qu'est la communication? C'est raconter à son partenaire ses échecs, ses réussites et problèmes rencontrés pendant la journée. Est-ce que c'est ça communiquer dans un couple? Quand on dit, voilà, communication dans un couple. Ce n'est pas ça, on en a parlé. Oui, déjà. on a eu le temps d'expliquer très bien. On a eu le temps d'expliquer, mais c'est toujours bien lorsque chacun revient de ses activités, de son travail, d'échanger, de parler. Oh, ma journée, comment était ta journée? C'est pas de la politesse, c'est vraiment, il faut savoir comment ça s'est passé ta journée. Il peut te dire, non, j'ai rencontré telle difficulté. Ça fait partie de cette communication. Savoir au moins dans quelles circonstances, dans quel univers il a évolué aujourd'hui. Ça fait du bien, tu sais le comprendre. Il y a certaines choses, tu ne seras même pas dur avec lui ou avec elle. Après, tu sais, non, elle a eu une journée longue, il a eu une journée très longue. Je ne sais pas faire des caprices en ce moment. Je sais que je vais plutôt même le gâter. Je vais plutôt vraiment, comment dire, le mettre à l'aise pour qu'il se sente bien parce que sa journée a été vraiment très chargée. Ça, c'est très important, de se raconter sa journée. Ça fait partie de la communication, ça fait partie du couple. Mais ce n'est pas ça, la communication seulement. Ça. Communiquer, c'est faire connaître les pensées qu'on a dans son cœur et dans son esprit à l'autre et trouver le moyen pour qu'il capte exactement le même message. Alors, comment dialoguer dans un couple si vous êtes en désaccord sur un sujet? Alors, le dialogue sur des sujets sensibles, c'est un dialogue sensible. Vous vous souvenez au début, on vous a donné quelques astuces pour améliorer la communication dans un couple. On a dit une chose, les lieux changent les humeurs. Quand vous changez d'endroit, vous pouvez changer bien, vous pouvez aborder des sujets même un peu plus sensibles. La mauvaise chose à faire, c'est essayer de toucher tout le temps à là où ça blesse parce que toi, tu veux qu'on en finisse. Hier, quand on en parlait, il a semblé détourner le sujet. Je vais y revenir encore aujourd'hui. Non, 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 non. Ne forcez pas l'autre comme ça. Parce que le temps que ça vous a pris, vous, à digérer, à intégrer ce sujet-là dans votre tête, peut-être que c'est la première fois qu'il entende cette chose présentée de cette manière. Il doit avoir le temps. Vous savez, vous restez en tête, vous savez très souvent, ça c'est une chose qui arrive très souvent avec les femmes. Quand la femme a déjà quelque chose en tête, elle a déjà dit qu'elle veut en parler, elle veut en parler. Elle veut trouver des moyens d'en parler. Mais regardez les femmes, vous vous souvenez que le jour où on est venu vous dire qu'on vous aimait, vous nous avez dit donnez-nous le temps. Donnez-moi le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'avez pas à 100% associé déjà les faits de cette manière. Ou bien même si vous avez pu déjà nous voir venir, vous n'êtes pas à 100% arrêté sur ça. Ou alors vous n'avez jamais vu venir. Et vous avez besoin de commencer à vous habituer à cette idée, à commencer à nous regarder autrement qu'un frère de l'église. Et quand vous amenez une nouvelle idée chez un homme, c'est exactement comme le jour où il vous a demandé la main. C'est-à-dire que si ce n'est pas une chose qu'il a conçue comme ça dans sa tête, il a besoin de s'habituer à cette idée-là. Il a besoin d'entériner cette nouvelle pensée. Mais généralement, vous venez chez l'homme comme un solutionnaire. Voilà l'idée, tu dis quoi? Et quand l'homme n'a rien à dire, on a l'impression qu'il a fait ça exprès. Il est quand même, moi je le vois faire beaucoup de choses ici, moi je le dis, il sait qu'il ne sait pas quoi dire. Les femmes, il y a des jours où les hommes ne savent vraiment pas quoi dire et c'est normal. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi dire. Quand je te dis que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. C'est vrai. Des fois, les femmes se disent, comment ça tu ne sais pas quoi dire? Qu'est-ce que je vais répondre après avoir dit que je ne sais pas quoi dire et qu'on me demande comment je ne sais pas quoi dire? En fait, des fois, ça prend un peu le temps d'y réfléchir. Alors, j'essaie de donner la réponse à la question, comment traiter des sujets sensibles? Premièrement, changer d'endroit. De cadre. Changer de cadre et vous parlerez mieux de la chose. Deuxièmement, changer d'approche. Ne dites pas toujours, écoute, je veux qu'on parle de la chose dont on avait parlé la dernière fois. Vous réveillez un dossier. Peut-être que tout le problème, c'était la façon dont on présentait ça comme dossier. Mener des gens des questions qui peuvent le conduire petit à petit à pouvoir répondre à la même question. Changer aussi d'approche. Et puis après, trouver un moyen calme, paisible, de lui faire sentir à quel point le sujet est important. Oui. Mais une chose qui est un grand secret, quand ça commence à fâcher dans tout le temps, dans tous les sens, abandonnez d'abord le sujet. Mettez d'abord de côté. Ça, c'est la chose qu'on a trouvée, ma femme et moi. Parce que quand le sujet commence ça mène l'attention, on dit, ok, on n'est pas obligé d'en parler maintenant. Laissons passer d'abord. Comme certains disent, la nuit porte conseil. Mais donnons-nous un peu le temps de baisser de nos émotions et prendre le temps de regarder la chose avec l'angle de vue de l'autre. En se disant, bon, il a quand même poussé des bons arguments. Mais si on continue à argumenter là,
ça commence à devenir une guerre de pensée. Chacun essaie de formuler très bien sa philosophie et on ne sait même plus si c'est pour le couple ou c'est juste pour l'orgueil humain de pouvoir se dire j'avais eu raison ou j'avais eu tort. Alors, les temps qu'on rentre chacun un peu en pause ou pendant une semaine, on rencontre certaines réalités, on va finir par se dire ah tiens, elle avait raison. Très souvent dans notre couple, avant que je lui donne la parole, il nous est arrivé plusieurs fois de se rendre compte que parce que finalement, elle l'a vu là-bas ou je l'ai vu là-bas, on a finalement eu gain de cause. C'est-à-dire, quelque part, elle dit, ah, tu sais, chérie, j'avais vu, tu sais, maman Viviane m'avait dit exactement la même chose que tu m'avais dit là. J'ai envie de dire, ah, finalement, elle t'a dit la même chose. Donc, tu sais, elle avait dit, vraiment, je trouve, elle est bien là, elle est super intéressée par la même chose que moi j'avais dit. Mais elle est maintenant super intéressée. Alors, quand les sujets sensibles, ne croyez pas que c'est vous qui allez avoir raison. Si c'est vraiment important, il faut qu'ils se rendent compte de l'importance. C'est la même chose aussi. Demain, je viens, je dis à chérie, j'ai une superbe idée, je voudrais faire, je viens là comme un Magellan qui a découvert je sais moi quoi. Mais elle est en train de me regarder et dit, mais c'est tout ce que j'étais toujours dit non, de faire. Mais parce que dans le sujet, en essayant d'avoir raison, on risque de détruire tous les restes des climats de la vie du couple. Et prenons conscience que certaines choses, l'autre peut le comprendre sans moi. Voilà. J'allais donner une astuce aux hommes. Vous savez, nous les femmes, peut-être vous avez des choses à reprocher à votre femme, vous voulez vraiment quelque chose, mais elle est toujours dans son quotidien, dans les train-train de la vie. Surtout si vous avez des enfants, c'est toujours enfants à gauche, à droite, peut-être le boulot. Elle n'a même pas le temps pour elle. Changez-lui de cadre seulement. Vous allez voir cette femme, tout ce que vous avez demandé des années. Comment elle va, comment elle va embrasser ça? Changez-lui de cadre. Moi, je dis toujours, mais toi, tu es très intelligent. Des fois, pour rien. Chérie, on va passer 2 nuits comme ça. Maintenant, je le connais, je dis, qu'est-ce qu'il veut? Donc, au fait, quand vous changez de cadre, vous vous sentez libre même. Il y a certains sujets qui fâchaient, certains sujets que vous ne vouliez pas aborder, mais ça se passe aussi facilement. Changez de cadre. Emmenez-la ailleurs. Emmenez-la, sortez-la de son quotidien. Sortez, parce que les femmes stressent aussi souvent. Sortez-la de son quotidien. Vous verrez cette femme-là, écoutez toutes les choses que vous aviez pris la peine de dire toutes ces années, comment elle va assimiler ça en 2 nuits. Ça va aller changer de cadre. Et en même temps, on a dit, à part changer de cadre, c'était quoi encore? À part changer de cadre pour la solution. On est sur la question de comment résoudre, comment parler d'un sujet sensible. On a dit changer de cadre, mais on a dit aussi, des fois quand ça devient tendu, donnez-vous le temps, laissez passer un moment. Jusqu'à ce que le temps revienne encore et que vous puissiez avoir l'opportunité d'en parler. Laissez vraiment le temps. Au fait, c'est pas que, bon, on n'en parle pas, mais chacun a une attitude un peu colérique ou bien en train de bouder. Non. Nous, personnellement, quand vraiment on dit que ces sujets, on le laisse. La vie redevient normale. On sait qu'il y a un point là qu'on n'a pas réglé. On reviendra pour en parler, mais la vie reprend son cours. On vit très bien. Mais même vous, les femmes aussi, je vais donner quand même une astuce aux femmes. Dieu nous a donné de l'intelligence. Tu nous as donné, mon Dieu, une façon de faire. Tu laisses passer le temps. Tu sais que tel sujet, c'était pas très bien. Tu laisses passer le temps. Un jour là, à l'occasion de rien, tu mets seulement la tête ici, là. Tu touches ça. Tu pars, tu dis, au fait, tel jour, je ne sais pas, peut-être je me trompe. Il y avait, tu vois, moi j'ai cru que tu t'étais fâché par rapport à tel sujet. Et puis tu te dis non, non, c'était pas ça, tu avais mal compris. Si c'est vrai, tu avais mal compris et tout. Vous abordez ces sujets, tu te tonnes même que ces sujets qu'il avait fâché, il ne l'a pas fâché quoi, ces jours-là. Une manière de faire. J'ai raison, tu peux avoir raison, mais trouve des astuces, trouve la manière, le quand, le comment, ça compte beaucoup dans un couple. Et la règle d'or dans un couple, ce n'est jamais vouloir avoir raison. Exact. Il n'y a que le couple qui avance. Il ne faut pas essayer d'avoir raison. Quand vous essayez d'avoir raison, c'est que vous êtes encore un représentant dans un couple. C'est-à-dire que vous représentez une philosophie,
dans votre couple, lui aussi ou elle aussi représente. Vous êtes devenu maintenant le couple. Il n'y a pas de raison, il n'y a que quelque chose qui permet au couple d'avancer. Nous sommes très heureux que vous ayez été nombreux à partager ce moment avec nous. Nous voulons partager la dernière partie de ce moment. Je nous rappelle que du 28 au 30, nous allons commencer Cadeau, qui est la conférence sur l'adoration. On va passer des très bons moments de louange et d'adoration, mais surtout des moments d'enseignement, d'échange. Les sujets de cette année sont exceptionnels. On va être capable de faire plusieurs fois Cadeau cette année parce que les années passées, on n'a pas réussi à le faire. Alors, on aimerait que vous puissiez vous inscrire au plus tôt que possible parce que les inscriptions vont s'arrêter au bout d'un moment. On doit savoir à combien de personnes on doit, avec qui, comment on va former les salles. Et je répète qu'il y a 2 possibilités de session, donc de 15h30 à 17h30 et puis de 19h30 à 21h30, heure de Kinshasa. Donc, vous aurez toutes les informations sur nos pages, restez connectés. Mais pour la fin de cette session, j'aurais quand même voulu que Maman Nadège et moi, nous fassions un petit moment de prière, si cela ne vous dérange pas. Si vous êtes d'accord avec ce temps de prière, pouce et flamme, comme vous savez, flamme pour les femmes, pouce pour les hommes. C'est juste pour que nous puissions prier. Nous allons prier pourquoi? Voici les sujets de prière. Nous allons prier pour que le Seigneur vous permette de ne plus chercher à avoir raison dans votre couple. Que chaque sujet de votre couple fasse évoluer les couples et non pas donner raison à quelqu'un. Qu'il n'y ait pas des héros, des philosophes qui ont gagné tous les arguments. Que vos échanges ne soient pas des disputes, mais que vos échanges soient des investissements dans le couple. Nous allons prier pourquoi? Nous allons prier le Seigneur pour que maman n'ait pas pouvoir dans votre maison. Il ne faut pas que le sujet de tout le jour, ce soit l'argent, 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 l'argent. Il ne faut pas que le sujet le plus compliqué de votre foyer soit l'argent. Votre foyer ne peut pas être dirigé par maman. Il doit être dirigé par Dieu, qui est amour. Et que le Seigneur donne à chacun de vous la confiance en matière financière vis-à-vis de l'autre. Quels que soient les échecs qu'on a vus de l'autre dans le passé, on soit capable de pouvoir lui donner encore une opportunité pour demain. On va prier donc à tour de rôle. Hein? Oui. Vas-y d'abord. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent. Ma prière, c'est la restauration du couple. Nous savons que tu l'avais dit. Alors Seigneur, pendant ce moment où ils n'arrivent pas à communiquer, ce moment où ça ne se passe pas comme il fallait, Seigneur, je prie que chacun soit touché. Saint-Esprit touche chacun, un mari, une femme, un homme, une femme, à se réexaminer, à se regarder face à lui-même et à noter certaines choses. Parce qu'il y a toujours des choses qu'il faut changer. Il y a toujours des choses qu'il faut commencer maintenant, dorénavant, à faire. Alors je prie pour ces couples, que ces couples arrivent à s'évaluer d'abord soi-même et à avoir le temps de se mettre ensemble et de parler. Parce que dans un couple, on l'a répété ici, ce n'est pas qui a raison, qui a tort. Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble. Alors le but, c'est que nous gagnons et avancions. Seigneur, aide cet homme, aide cette femme à ne plus voir, à ne plus s'attendre à avoir raison, qu'on applaudisse, mais à regarder l'avenir. Seigneur, je t'en prie, fais-le. Seigneur, je t'en prie, pense les blessures, certaines attitudes, certaines paroles ont pu blesser les uns les autres. Seigneur, je prie que tu saches, que tu penses les blessures. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu apaises un cœur. Je prie, Saint-Esprit, que tu redonnes de l'espoir à un couple, que ce couple sache que c'est possible que les choses changent. C'est possible. Je prie, Seigneur, même si ça se passera pas spontanément, mais je prie, Seigneur, donne un cœur qui est patient, à attendre, à parler, à prier, mais à se dire, ça va changer. Amen. Seigneur, fais-le. Père, je te prie au nom de Jésus, que ce sujet sensible de l'argent ne devienne pas le Dieu qui est adoré dans la maison. Que les cartes bancaires ne deviennent pas au centre de leur foi. Que le compte bancaire et les chiffres ne deviennent pas moteurs de la vie du couple. Que Dieu reste au centre. Qu'ils aient comme n'ayant pas. Qu'ils possèdent comme ne possédant pas. Mais qu'ils ne mettent pas tout leur cœur dans l'argent. Que l'argent ne devienne pas la porte d'entrée de d'autres péchés, comme le mensonge, comme l'hypocrisie, parce qu'on veut tellement cacher des choses, la gestion de sa belle famille, de sa famille. Père, je t'en prie, que l'argent ne puisse pas commencer à tuer le couple.
donne à chacun de parler librement, sincèrement de l'argent et que le couple finisse par trouver leur façon de gérer personnellement l'argent qui ressemble aux valeurs bibliques et qui mettent chacun à l'aise et qu'aucun de deux ne devienne l'esclave de l'autre. Jésus prend ta place dans le couple et non l'argent. Jésus prend ta place dans le couple et non les problèmes. Jésus prend ta place dans le couple et non autre chose. Nous prions que Jésus soit le maître des couples. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions ici, nous disons Amen. Amen. Nous disons merci à toute l'équipe des AEN qui est ici et ailleurs et partout dans le monde. Ils sont partout. Oui. Merci à vous tous, l'équipe des AEN. Et merci aussi à Touch My Dream qui nous aide tout le temps dans tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce qui concerne la déco, ainsi de suite. Merci à toute l'équipe aussi des filles la Cité d'Exaucement qui de plus en plus voudraient s'investir dans toutes les communications. Ils ne veulent pas nous lâcher. Ils disent qu'ils veulent aller partout avec nous et voir tout ce que nous sommes en train de faire. Merci à vous qui continuez toujours à nous suivre. Et voilà, si avec la musique, nous chantons des refrains. Ici, nous chantons de couplets parce que c'est la vie de couple. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. À la prochaine. Merci.